Alors, bon, la journée d'aujourd'hui va porter sur deux thèmes. Un, les marchés publics, l'évolution des marchés publics au travers notamment de l'utilisation des nouvelles technologies, et puis le travail dissimulé, et notamment le rôle que peuvent avoir les collectivités ou quels sont les moyens d'action en matière de travail dissimulé, dans le cadre, bien entendu, des marchés publics. Alors, sur le premier point, dire que le statut de la commande publique est en mutation, c'est un doux euphémisme. Ça fait une décennie, puisqu'on a eu droit au Code 2001, au Code 2004, au Code 2006, aux réformes 2008, aux réformes 2011, aux nouvelles directives européennes qui sont en cours de préparation et qui ont été annoncées, dont les grands axes ont été annoncés le 11 décembre dernier. Et puis, tout dernièrement, il y a 2-3 jours, aux déclarations du président de la République sur le Pay European Act, c'est-à-dire comment n'autoriser à participer au marché public que les entreprises qui produiraient, ou alors, pour le moins, qui auraient des échanges équilibrés avec l'Europe. Donc, le Code des marchés publics, la réforme, c'est plutôt un bien. On est passé d'un statut qui était, j'allais dire, purement juridique, dans le Code avant 2001 notamment, avec 2001 aussi, où le Code était très contraignant, laissait peu de marge de manœuvre, à une évolution qui a été significative, notamment dans le Code 2004, avec l'apparition des MAPA notamment, et du dialogue compétitif qui a été amélioré en 2006. Et je citais tout à l'heure une anecdote sur cette libéralisation du Code des marchés publics et les marges de manœuvre supplémentaires offertes aux collectivités. C'est que, je me rappelle, je crois que c'était à Écoter d'ailleurs, où j'avais amené Jérôme Grandénon, qui était à l'époque directeur des affaires juridiques du MINEFE. Et dans la salle, des territoriaux lui disaient mais monsieur, c'est bien gentil, mais avec les MAPA, vous nous dites plus rien, on ne sait pas comment on fait. Et Jérôme Grandénon, pour ceux qui le connaissent, qui n'avait pas sa langue dans sa poche, leur a répondu « Attendez les mecs, vous m'emmerdez », je cite ses propos. En 2001, vous ralliez parce que vous n'aviez aucune marge de manœuvre. Maintenant, on vous dit voilà quels sont les grands principes à respecter et débrouillez-vous. Et c'est les mêmes qui me cassent les pieds. Alors, je ne vous dirai rien, vous faites comme vous voulez, vous n'avez qu'à comprendre l'article 1er du Code qui fixe les grands principes, qui sont l'égalité d'accès, la transparence, la publicité. Et puis, vous n'avez qu'à comprendre que pour que s'exerce une véritable compétence, le territoire et la publicité doivent s'exercer sur un territoire qui l'autorise. C'est vrai que si vous lancez une consultation sur l'administration électronique, je vais prendre le département des Landes, je n'ai rien, mais j'y habite, j'ai rien contre. Vous avez peu de chances de trouver des entreprises qui maîtrisent suffisamment la gestion locale et les nouvelles technologies pour être capables de vous faire un schéma directeur de l'administration électronique. Le plus bel exemple de la réforme, ça a été l'histoire, bon, je ne vais pas revenir dessus, mais la jurisprudence Louvre 2, où on a considéré que même une publicité dans la Voie du Nord pour un projet relativement limité n'était pas suffisante parce que l'impact du Louvre était tel que ça donnait une telle valeur ajoutée ou un tel plus à l'entreprise qui allait emporter le marché qu'il fallait. Donc on est aujourd'hui en pleine réforme. Alors, comme toutes les réformes, il y a des résistances au changement. Il y a les esprits chagrins. J'allais dire le Sénat, mais je pense que c'est politiquement pas correct de dire ça. Mais quand j'entends les sénateurs, il y a peu de temps, et c'est pas parce qu'ils sont changés, ne me prêtez pas de propos politiques, mais quand j'entends le Sénat qui dit qu'il faudrait une accalmie sur les marchés publics, il faudrait qu'on m'explique. Le problème, c'est pas de faire du mouvement brownien tous azimuts, ou de faire une accalmie, c'est de dire on est dans un environnement qui nécessite une optimisation de la gestion publique, une meilleure maîtrise des dépenses, une réduction des déficits.
Les marchés publics, c'est un outil de l'amélioration de la gestion locale. Alors c'est vrai que faut-il encore les utiliser? Parce qu'on va voir que 2011, mais je laisserai aux intervenants le soin de détailler, 2011 a vu quelques réformes sur la commande publique en général, c'est-à-dire sur le code des marchés, mais je pense aussi au BEA, à d'autres, au bon emphytéotique administratif avec les formalités de publicité. Bon, toutes les réformes, forcément, provoquent des résistances. Les nouveaux outils dont on peut disposer depuis 2004, je pense au dialogue compétitif. Ça ne marche pas très très fort dans les collectivités territoriales. Et pourquoi ça ne marche pas très fort? Parce que j'ai rien contre les services techniques non plus. Vous verrez, j'ai rien contre personne d'ailleurs, ni les landes, ni les services techniques. Parce que les techniciens considèrent qu'associer les entreprises à la réflexion sur le cahier des charges, c'est porter atteinte à leurs attributions et remettre en doute leurs compétences. Donc le dialogue compétitif, ça ne marche pas très bien. On a dit en 2004, oui, mais c'est parce qu'il faut élaborer un cahier des charges fonctionnel qui va être diffusé à toutes les entreprises. Ça va nuire à la propriété, au secret de l'entreprise. En 2006, on a dit on ne fait plus de cahier des charges fonctionnel. On ne peut pas dire que ça ait beaucoup boosté pour autant le dialogue compétitif. Même les accords cadres, qui sont quand même un progrès, qui permettent d'inscrire la démarche dans un processus de planification et de vision prospective, ça ne marche pas tellement bien. Parce qu'il y en a qui considèrent que c'est les marchés de commande rigidifiés. Bon, c'est vrai. C'est l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein. Ceci étant, on a des outils et il faut faire passer, je ne voudrais pas choquer les juristes, mais le code des marchés publics, la commande publique, c'est plus seulement du droit. C'est de l'économie. Et c'est aussi un outil, on le voit de plus en plus, d'insertion des publics en difficulté, notamment de réinsertion professionnelle. C'est aussi un outil du développement durable. Alors il y a un grand débat sur les critères, jusqu'où on peut aller dans les critères qui doivent avoir un rapport avec l'objet du marché. Bon, c'est vrai que tout ça c'est complexe, mais ça plus les nouvelles technologies qui vont forcément favoriser la concurrence, qui vont favoriser l'internationalisation, sous réserve qu'on ne mette pas effectivement des barrières ou des frontières, sur lesquelles je ne me prononce pas parce que je mesure mal les conséquences que ça peut avoir avec des pays comme la Chine ou d'autres. Si on commence à leur dire « vous venez plus vendre chez nous », peut-être que ça va les contrarier. Il ne faut pas qu'ils fassent une jaunisse, mais bon. S'il y a un domaine qui est en pleine évolution, c'est celui-là. Mais il ne faut pas, je crois, aborder la réforme ou le mouvement permanent sur les marchés publics comme quelque chose d'indépendant. Ça fait partie de la modernisation de la gestion locale. Et la gestion locale, elle doit se moderniser. On doit être tenu à une obligation de résultat. Alors ça, je sais que mon discours, il ne fait pas... Mais quand j'étais en fonction dans la territoriale, je ne faisais pas l'unanimité. Donc maintenant que je suis en retraite, ce n'est pas grave si je ne la fais toujours pas. Mais il faut qu'on arrive... Moi, je suis persuadé qu'on peut optimiser la gestion. On peut encore l'optimiser. Alors, il va falloir prendre des domaines un par un. C'est les marchés publics, c'est les nouvelles technologies. C'est aussi une gestion dynamique des emplois et des compétences dans nos collectivités. Mais on est tenu aujourd'hui, de toute façon, de gré ou de force. Parce que les gouvernements, quels qu'ils soient, au-delà des discours, de toute façon, chercheront le moyen de nous obliger à réduire nos dépenses. Alors ça tourne depuis un certain temps autour des dotations. Le problème, c'est constitutionnellement, comme il y a eu des dispositions sur les ressources propres, ce qui n'empêche pas d'ailleurs de toucher aux dotations, c'est assez complexe de dire on va obliger les communes à réduire leurs dépenses. D'un autre côté, mon collègue président du syndicat des directeurs généraux me répond « Oui, mais attends, tu sais très bien qu'on est confronté à la population qui a des besoins et que on ne peut pas faire autrement que de les satisfaire. » Si on veut être élu, ouais. Ceci dit, il y a bien un moment où faut faire le tri dans les besoins. Peut-être qu'on peut remettre en cause les orientations de notre service public. Alors là, j'en sais rien non plus. Je ne suis pas pour la suppression des bureaux de poste en zone rurale. Mais peut-être qu'on n'a plus des structures administratives qui correspondent à la réalité de notre environnement économique. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout sacrifier, ça veut dire que par le biais des nouvelles technologies, par exemple, on va pouvoir faire une réaffectation, une réallocation des personnels plus pertinente et plus intelligente.
C'est vrai que les premiers qui se sont pointés, les premières entreprises, j'étais encore en fonction, qui se pointaient dans les collectivités pour nous parler d'administration électronique, le premier argument, c'est vous allez pouvoir réduire les effectifs. Le mec qui ne veut pas de marché, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Je n'ai jamais vu un maire qui avait envie de réduire ses effectifs. D'ailleurs, ça ne se réduit pas, les effectifs. C'est Coluche qui disait, vous plantez des impôts, ils poussent des fonctionnaires, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ça ne peut pas, on l'a vu avec la mutualisation au travers de l'intercommunalité, ça n'a pas entraîné une réduction des effectifs. Parce que recruter, c'est un geste naturel que je ne partage pas. Hein. Mais c'est vrai qu'on a quand même une tendance. Alors c'est le problème des politiques sociales et des politiques des effectifs dans la fonction publique. Mais on a globalement, pour en venir au marché, une obligation de gérer différemment. Ce qui ne veut pas dire qu'on gère mal, parce que moi, je reste intimement persuadé, je suppose qu'il y a des représentants de l'État dans le public, je reste persuadé que les collectivités gèrent bien mieux que l'État, heureusement. Parce que si on gérait aussi mal que l'État, on serait dans une sacrée situation. Mais ceci étant, ça fait, depuis en gros les lois de 83, ça fait 30 ans qu'on améliore la gestion. Le problème, c'est que l'amélioration, c'est un phénomène permanent. Il n'y a jamais de fin à l'amélioration, au progrès et à l'innovation. Donc, en matière de marché public, c'est ce vers quoi on doit s'orienter. C'est, à chaque fois qu'il y a une réforme, ne pas la voir seulement sous son aspect juridique, c'est comment ça va servir de levier et de marchepied à une amélioration de la gestion. Voilà. Donc, je vais passer la parole à la première intervenante, qui va nous parler notamment des décrets intervenus en 2011, alors le 25 août, mais aussi les décrets de décembre et celui, je crois, je ne sais plus du 11, non, sur le fameux passage du seuil de 4 000 à 15 000 euros, après une petite balade à 20 000. Hein. Ceci étant, là aussi, je rappelle une chose quand même, parce qu'hier, j'avais dans un autre cadre, puisque je suis rédacteur en chef de la lettre des finances locales, je discutais avec une journaliste, on parlait du problème des assos, quand est-ce qu'il y a subvention, quand est-ce qu'il y a marché public, et elle me disait, mais de toute façon, pour les petites communes, ça n'a aucun impact, puisque jusqu'à 15 000, il n'y a pas de marché. Elle n'empêche pas qu'on doit respecter l'égalité d'accès, la transparence des procédures d'utilisation des fonds publics. Je m'arrêterai là parce que sinon je vais vous faire la nuit. Moi.